Bien, bonsoir à toutes, bonazère à toutes. Je crois qu'on peut déclarer ouverte l'étape corse du Tour de France des États généraux d'information. Merci à l'équipe EGI qui va se présenter dans quelques minutes. Je vais juste prendre quelques secondes d'abord pour vous souhaiter la bienvenue et rappeler que depuis le grand stratège chinois Sun Tzu, que tout le monde a lu à l'IRA de Bastia, sinon vous ne seriez pas là forcément, l'art de la guerre est basé avant tout sur la duperie. Alors, qu'est-ce que la duperie? Si ce n'est la manipulation des informations à des fins que suppose son manipulateur. Il n'y a pas de pouvoir sans contrôle de l'information, ni contrôle de l'opinion. La différence entre Sun Tzu et aujourd'hui, c'est qu'il y a eu entre-temps un grand processus de concentration des moyens entre quelques mains au sein des médias, ce qui suppose que le pouvoir d'information s'est beaucoup également concentré. Et ce qui a changé également, c'est la fantastique démultiplication des capacités techniques de faire circuler les informations à travers notamment les réseaux sociaux, l'ère numérique qui s'affiche sur votre écran derrière. C'est le grand thème des EGI, donc le droit à l'information à l'ère numérique. On sait que les GAFAM ont des chiffres d'affaires qui dépassent certains budgets étatiques, ce qui donne une idée de la puissance que ces groupes peuvent déployer aujourd'hui. Alors, parallèlement, on assiste à un processus d'ubérisation qui touche aussi l'information et qui fait que chaque citoyen aujourd'hui se croit autorisé à se prendre pour M. Henri Mariani, rédacteur en chef d'un grand média, ou bien à émettre des opinions qu'il va pouvoir juger, lui, intéressantes, mais qu'il va pouvoir diffuser à un instant T auprès de centaines de milliers, voire de millions de spectateurs ou d'auditeurs sur les réseaux sociaux. C'est ça qui change beaucoup la donne, c'est qu'aujourd'hui, chacun devient un petit rédacteur en chef à lui tout seul et transmet ses idées à la terre entière en temps réel. Alors, je vous invite à lire l'excellent bouquin de Gerald Bronner, sociologue des médias, Apocalypse cognitive, qui explique très bien les mécanismes du cerveau qui font que, en fait, les réseaux sociaux créent une addiction et stimulent une glande du cerveau qui est la glande du plaisir, ce qui explique que, dans les jeunes générations de nos enfants, peut-être vous-même, vous passez 4 à 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est une donne très différente qui font que les écrans, aujourd'hui, ont envahi notre vie, reléguant la télévision quasiment au rang d'objets désuets face aux tablettes, aux téléphones, aux smartphones, aux montres connectées et autres objets connectés. Aujourd'hui, on est entouré de l'information à l'ère numérique. Alors, étant déjà entrés, chers amis de EGI, dans un monde orwellien, comme certains le craignent, est-ce une perspective prochaine? Est-ce déjà le cas? Peut-être que cette soirée contribuera à y répondre. Alors, je voudrais adresser mes remerciements à tous ceux qui ont rendu cette soirée possible. Donc, pour commencer, l'équipe des EGI qui a choisi l'IRA de Bastia. Donc, c'est pour nous un grand honneur. Et Maxence Langlois, tout à l'heure, dans quelques instants, nous expliquera quelle est cette démarche États généraux d'information avec l'équipe qui l'entoure et que je remercie. Alors, Pauline Haute qui est à ses côtés, mais également la partie back-office qu'on ne voit pas. Donc, Pierre-Henri Vray qui se cache quelque part, le voilà, qui a assuré la partie animation territoriale. Également, Vincent Benoît pour la partie communication, mais que je remercie également. Je remercie les hautes autorités de la magistrature présente, Monsieur le procureur général pour la cour d'appel de Bastia, Monsieur Fanny et Madame Dillot, présidente du TGI de Bastia. Donc votre présence parmi nous est également un grand honneur, donc je vous en remercie. Monsieur le préfet doit nous rejoindre un peu plus tard dans la soirée, donc il va arriver incessamment sous peu. Également Monsieur Fustek qui vient de nous rejoindre, directeur de la Banque de France. Donc les autorités financières sont également présentes et merci beaucoup de votre présence parmi nous. D'autres vont nous rejoindre certainement en cours de soirée. Alors, merci également aux membres de la table ronde, la communication de la préfecture, Mme Rapolani, ici présente, et Mme Lombardo du rectorat, qui représentent les services de l'État à travers la partie administration générale, préfectorale, et la partie éducative, qui a un rôle éminent à jouer, comme on le verra dans quelques minutes. Monsieur Mariani, rédacteur en chef de Corse ce matin, le journal Corse de référence, si on peut dire. Donc, en tout cas, j'en suis un lecteur assidu. Mais je pense que je ne suis pas le seul dans cette salle. Également, 2 vieux compagnons de route de l'IRA de Bastia, journalistes de leur état, donc Jean-Marc Raphaël et Jean-Paul Capour. Donc, tous deux ont contribué activement au livret 40e anniversaire de l'IRA de Bastia, qui reste un livret de référence. Donc, merci encore de votre présence parmi nous à la table ronde. Je voudrais également remercier notre consultante en com digital, Pauline Zagne, de l'agence ZAS,
qui accompagne notre communication digitale depuis maintenant 4 ans, pour notre plus grand bonheur. Donc merci Pauline de votre action. Christelle Virgit, notre nouvelle chargée de communication, entre autres qualités. Guy Furdini, qui assure, et puis son nouveau chef, Jacques Gironi, tous deux qui assurent la logistique de l'événement, notre service numérique et technique. Et je remercie également de leur présence les quelques élèves de la classe prépa talent qui suivent les cours à Corté. Donc tout ce que je vous souhaite, mes chers amis, c'est d'être bientôt à la place des élèves de la promotion Marie-Claire Chevalier ici présents et que vous réussirez le concours de l'IRA de Bastia. Donc bosser dur et vous y arriverez. Comme on dit, no pain, no gain. Donc les élèves rigolent parce qu'ils savent à quoi je fais référence. Donc travaillez dur et dans quelques mois, l'année prochaine, en janvier 2025, vous serez sur ces bancs comme élève de l'IRA de Bastia. Je remercie également les citoyens bastiais normaux qui ne sont pas élèves de l'IRA, de leur présence parmi nous ce soir. Et bien sûr, je remercie la task force des élèves de l'IRA, les 6 élèves, animés d'une motivation inflexible, qui ont œuvré beaucoup à organiser cet événement, à faire qu'il soit une réussite. Alors mon cher Maxence, je tiens à vous dire qu'à l'IRA de Bastia, on ne donne pas de consignes aux élèves, ce qui veut dire qu'à chaque conférence, on sait que tout est possible. Donc IRA de Bastia rime avec Liberta. On ne prépare pas des échanges. Donc attendez-vous au pire. Merci. Merci, monsieur le directeur. Donc, vous voulez dire que la liberté d'expression est respectée dans cette salle. C'est une bonne chose. Combien? Pas trop près. Alors, parfois, il faut le faire mettre sur le menton. Parfois, je vais essayer de garder une distance, un bon équilibre. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc, alors, je vais après laisser Pauline se présenter. Donc, je m'appelle Maxence Langlois-Berthelot. Je suis rapporteur général des États généraux de l'information. Je vous donnerai dans quelques instants un petit peu des explications sur la manière dont cette opération est organisée, structurée, ainsi que sur son calendrier et un petit peu le contenu de cette réflexion. Je voulais vous remercier pour votre accueil. Excusez donc Isabelle Falk-Pierrotin qui préside un des groupes de travail. Je vais vous expliquer ce que cela signifie, qui devait être parmi nous et qui, à titre tout à fait exceptionnel, a dû décliner l'invitation pour une raison personnelle. Donc, cela signifie que Pauline et moi, nous travaillons pour le compte des membres des États généraux qui ont été missionnés par le président de la République ou qui ont été désignés par ses représentants, par le comité d'experts qui a été désigné et qui conduisent une réflexion dont les caractéristiques principales est qu'à la fois, elle est une réflexion conduite avec la profession, mais fondamentalement, cet exercice repose sur une opération de participation citoyenne, puisque c'est aux citoyens, aux Françaises et aux Français, qu'il a été proposé de conduire cette réflexion des États généraux de l'information, d'où le rappel des États généraux. Donc, vous savez qu'il y a pas mal d'opérations qui aujourd'hui sont caractérisées d'États généraux, mais fondamentalement, ce qui les relie les unes avec les autres, c'est que la parole est donnée aux Françaises et en Français, de façon à ce que ensuite l'expression de leurs attentes, de leurs anticipations, de leurs propositions, de leurs recommandations soit recueillie et puisse faire l'objet d'une synthèse. C'est cette synthèse dont est chargée l'équipe comité d'experts qui est à la tête des États généraux et que Pauline et moi, nous représentons. Donc moi, je suis rapporteur général des États généraux de l'information et Pauline va dire de quoi elle est rapporteuse. Alors, moi, je suis rapporteur du groupe numéro 5 des États généraux de l'information, donc qui est présidé par Isabelle Falk-Pierrotin et qui travaille plus spécifiquement sur le sujet de l'État et de la régulation, d'où la présence du groupe numéro 5 aujourd'hui. Donc, savoir comment l'État peut créer des règles ou créer un univers réglementaire pour assurer la conciliation entre des objectifs
qu'il faut concilier la liberté d'expression, la stabilité et la pérennité, la rentabilité des groupes de presse. Donc tous ces objectifs-là, c'est l'État qui les intègre et qui les concilie en poursuivant l'intérêt général. Et le rôle du groupe numéro 5, c'est vraiment de réfléchir justement sur ce contexte évolutif et sur la place de l'État face à ces nouvelles problématiques. Et je ne suis pas seule, puisqu'on est 2 rapporteurs par groupe de travail. Il y a 5 groupes de travail que Maxence va vous présenter, mais c'est la raison de ma présence ici ce soir. Voilà, donc tout ça pour merci Pauline. Donc tout ça pour dire que vous avez donc 5 groupes de travail. Je vous expliquerai un petit peu les contours de ces groupes, les réflexions sur lesquelles, les thématiques sur lesquelles ils se penchent, mais effectivement, on pourrait orienter peut-être davantage les débats sur ceux du groupe numéro 5 que représente Pauline, puisque elle a la chance, si j'ose dire, d'avoir travaillé au jour le jour avec les personnes de ce groupe-là. Alors, les états généraux de l'information, pourquoi, qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord, d'un point de vue factuel, on va commencer par ce qui est le plus simple. C'est une promesse du candidat Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2022 de conduire donc une opération de réflexion sur les enjeux liés à l'information en 2022. Alors, pourquoi l'information, les questions liées à l'information se posent-elles de façon particulière aujourd'hui? C'est une question qui traverse l'histoire de notre civilisation occidentale, mais il est clair qu'aujourd'hui, de nouveaux événements et des transformations profondes affectent la manière dont l'information est peut-être à la fois conçue dans ses modalités de communication, de création, de production, de diffusion, de compréhension. Et donc, il s'agit de comprendre un petit peu comment cette problématique très, très ancienne de l'information doit être conçue aujourd'hui. Alors, cette réflexion s'inscrit dans un cadre international et national de réflexion autour de l'information. Tous les États démocratiques réfléchissent fondamentalement à la façon dont l'information est produite, diffusée et comprise, tout simplement parce que l'information, comme vous le savez, vous êtes élève de l'IRA ou haut fonctionnaire ou journaliste, l'information est évidemment la raison, le tissu dont la démocratie est faite, puisque la démocratie suppose que les citoyens se forgent leur propre opinion sur la manière dont la société doit être organisée. Et pour se faire leur propre opinion, il faut qu'ils accèdent à une information, c'est-à-dire à des faits qui ont un intérêt général, au-delà, je dirais, d'un intérêt purement privé. Donc, à partir du moment où un fait a une valeur pour la société, il devient une information. On pourrait parler de la manière dont un fait devient une information. Il est traité, produit, sélectionné, parce qu'il a un intérêt général pour la société. Et à ce moment-là, il devient apte à permettre aux citoyens et aux citoyennes d'éclairer leur jugement et de pouvoir devenir des citoyens. Enfin, l'information, c'est en gros une opération magique par laquelle des faits permettent à des individus isolés de devenir des citoyens, c'est-à-dire les acteurs d'une démocratie. Donc, évidemment, toutes les démocraties s'interrogent sur qu'est-ce que devient l'information au XXIe siècle, à un moment où les médias traditionnels sont concurrencés par de nouveaux acteurs, alors des nouveaux médias. Comment dire, les médias, historiquement, ont été plutôt des médias d'information, c'est-à-dire des véhicules de communication produisant et véhiculant des informations. Tous les médias ne produisent pas que de l'information, ils produisent aussi du divertissement, de la publicité, des informations commerciales, tout ce qu'on voudra. Mais de plus en plus, on peut s'interroger sur la manière dont cette information, qui n'est pas uniquement véhiculée par des médias, est comprise. C'est-à-dire, traditionnellement, si vous voulez, était de l'information, ce qui était publié dans un journal d'information. Bon. Mais aujourd'hui, quand vous prenez un journal d'information, comme produit de l'information, mais après, cette information, elle passe
dans la sphère numérique, et elle est véhiculée de toutes parts par des plateformes. Elle est accessible sur des plateformes qui ne sont pas des médias, qui ne sont pas des plateformes d'information, ou en tout cas à titre principal. Elle est diffusée via des réseaux sociaux, elle est diffusée vers des récepteurs, des lecteurs, des auditeurs, qui eux-mêmes la revéhiculent. Et donc, si vous voulez, l'information, elle est à la fois partout, mais en étant partout, qu'est-ce qui peut garantir à la fois sa pertinence, sa fiabilité, sa véracité? Et donc ça, c'est une question fondamentale, comme je vous le disais, que se posent forcément tous les États démocratiques, puisque, encore une fois, l'information est au cœur de la démocratie. Ce qui alimente les craintes, bien entendu, de tous les États démocratiques, c'est que cette information, de toute éternité, a toujours pu être cachée, déformée, manipulée, transformée, mais aujourd'hui, avec les nouveaux modes de diffusion de l'information, voire de création de fausses informations. Je pense par exemple aux hypertrucages qu'on appelle les deepfakes, vous voyez, les créations d'images qui n'ont aucune réalité, qui sont totalement déconnectées de la réalité. Vous avez évidemment un monde dans lequel l'information peut être manipulée à des fins d'agression, de guerre, menées par des acteurs publics et privés qui peuvent être, par exemple, hostiles aux démocraties. Donc, dans les démocraties, vous avez une intense réflexion autour de l'information aujourd'hui aux États-Unis, en Asie, dans tous les pays de l'OCDE. Donc là, je dirais que cette réflexion s'accentue aujourd'hui avec à la fois l'émergence de régimes de plus en plus autoritaires. Vous savez que la démocratie dans le monde est relativement plutôt en phase de consolidation de son périmètre, pas tellement en phase, je dirais, ascendante. Et donc, aux États-Unis, au Japon, en Europe, partout, au Moyen-Orient, on réfléchit sur ces questions. Alors, on réfléchit sur ces questions, donc je vous l'ai dit, pour des raisons politiques, aussi pour des raisons économiques, parce que avec l'émergence de ces nouveaux modes de diffusion, le modèle des médias, le modèle économique des médias qui faisait que des médias produisaient de l'information, qui alimentaient la démocratie et qui en même temps étaient des espaces publicitaires qui permettaient à ces médias de survivre, sont menacés et qu'aujourd'hui, les médias, qui sont donc les poumons de la démocratie, ont de plus en plus de mal à vivre et à se financer via la publicité. Donc vous avez un monde d'information à la fois menacé par la désinformation, je vous en ai parlé à l'instant, et aussi menacé d'atrophie pour les médias, que ce soit au plan national ou au plan local, parce qu'ils sont de plus en plus concurrencés par de nouveaux acteurs et que leurs recettes sont plutôt en diminution, alors que les coûts de production de l'information, eux, ont plutôt tendance à croître avec l'accélération de l'information qui peut être diffusée par n'importe qui, n'importe quelle personne dans la rue peut prendre une photo, ça peut être qualifié d'information. À partir du moment où ça part dans les réseaux, ça devient un élément d'information, ou en tout cas un candidat à l'information. Et donc, pour toutes ces raisons, aujourd'hui, une réflexion sur l'information est absolument nécessaire, donc au plan international. Au plan national, alors la France est un pays qui a toujours, beaucoup compté sur la liberté d'informer, la liberté d'expression et d'opinion, puis ce sont les pierres de touche de la démocratie française, la Troisième République, qui est le régime un peu qui régit, je dirais, le gouvernement de la France moderne, a institué en 1881 une grande loi, au début de la Troisième République, qui est la loi fondamentale sur la liberté d'expression et la liberté de la presse en France. Et c'est là-dessus que fonctionne notre régime. Et donc, depuis, n'a cessé de défendre le droit d'informer, le droit d'accès à l'information, le droit d'expression. Alors, comme je vous le disais, beaucoup de problématiques se posent, donc l'essor de nouveaux modes technologiques d'accès à l'information. Traditionnellement, l'information était véhiculée par voie de presse écrite papier, puis ensuite avec les moyens de la radiodiffusion, nouveaux moyens technologiques, le câble, le satellite, Internet, etc., les réseaux sociaux, je vous décris, tout ça transforme complètement l'univers informationnel.
L'évolution des habitudes aussi, monsieur le directeur, vous en parlez, maintenant les jeunes s'informent beaucoup plus via les réseaux sociaux que comme leurs parents ou leurs grands-parents en lisant le journal sur le vieux port de Bastia. Et donc, évolution des usages, baisse du papier, accroissement effectivement des réseaux, de l'accès à l'information via le numérique et les réseaux sociaux, érosion de la radio, maintien ou légère érosion de la télévision. Donc beaucoup d'interrogations liées à cette évolution extrêmement rapide des usages. En 10 ans, le paysage a radicalement changé. Et la manière dont les Français s'informent est radicalement différente. Évolution des modèles économiques, je vous en parlais il y a un instant, avec une baisse très forte, très, très rapide et très préoccupante des revenus des producteurs d'information, notamment des médias. Une évolution du métier de producteur d'information, du métier de journaliste aussi, un métier qui évolue très rapidement, avec l'accélération de l'information, la concurrence de nouvelles d'irruptions d'images, de textes qui ne sont pas produits par des professionnels de l'information, qui peuvent être de l'information, qui peuvent être de fausses informations aussi, ou des contenus indéterminés, des écoles de journalistes qui régulièrement rappellent à quel point ce métier est menacé et à quel point les candidats au métier de journaliste se posent des questions, ont peur, et sont angoissés par l'évolution de leur métier dont les modalités aussi d'exercice sont profondément bouleversées par ces nouveaux médias auxquels les anciennes générations ne sont pas habituées, et maintenant l'irruption de technologies comme l'intelligence artificielle générative qui promet très rapidement de produire des textes, des images de façon artificielle à partir de jeux d'entraînement reproduisant statistiquement, sans aucune intervention humaine, des contenus à partir de l'exploitation de données massives. Je vous en parlais aussi, problématiques liées à la désinformation. Vous avez parlé des deepfakes, des faux comptes, les grands réseaux sociaux généraux que vous connaissez, Facebook, rapidement, hein, Instagram, etc. Twitter sont les entreprises donc qui gèrent ces réseaux sociaux expliquent qu'elles suppriment chaque année des milliards de faux comptes. Donc on a des créations massives d'instances qui imitent la réalité humaine, mais qui en réalité n'en sont pas, ce qui engendre des risques très forts, puisque évidemment, comme l'intelligence artificielle générative elle-même imite l'humain, c'est ça sa différence avec les anciennes technologies, elle imite l'humain, elle peut créer un effet de réalité qui nous met en difficulté pour identifier ce qui est vrai et faux. Et demain c'est dans quelques années, il y aura de nouvelles technologies encore beaucoup plus puissantes. On parle souvent de technologies immersives qui nous inséreront, un peu comme les jeux vidéo le montraient il y a quelques années. Si vous voulez. Là, on peut être inséré dans un milieu qui imite tellement le réel que même une intelligence critique a du mal à distinguer ce qui est vrai et faux. Donc voilà l'univers dans lequel nous plaçons tous. Nous sommes tous placés. Avec donc deux inquiétudes. Alors, je parlais de la désinformation, simplement pour dire que cette désinformation a toujours existé, je vous en avais parlé, mais là, on a un changement d'échelle colossal, et avec l'utilisation de ces techniques de désinformation à une échelle inconnue auparavant. Avec deux inquiétudes particulières qui traversent toutes ces changements, je dirais, toutes ces évolutions. Une inquiétude sur les élections. On parlait des régimes démocratiques. Les régimes démocratiques se caractérisent par le fait qu'à échéance régulière, des élections permettent de porter au pouvoir des hommes et des femmes, des équipes. Donc, au moment où se tiennent les élections, eh bien, il y a un risque particulier de manipulation de l'information qui je dirais, menace davantage les régimes démocratiques que les autres régimes. Donc, il faut réfléchir sur la manière dont les élections peuvent être préservées des dangers de manipulation. Et puis, une inquiétude aussi sur, je dirais, j'en parlais à l'instant, sur les dangers d'une surexposition aux écrans, on va le dire comme ça, et donc d'effets sur les capacités cognitives
de nouvelles interfaces par lesquelles l'information nous parvient. Alors, en France, pardon, je suis très long, je m'aperçois. Qu'est-ce qui caractérise la France dans ces problématiques? Très rapidement, la France se caractérise par un degré de concentration, vous l'avez dit, monsieur le directeur, assez élevé, notamment dans certains segments, notamment au niveau local, pour la presse écrite, des degrés de concentration effectivement élevés. Après, je rappelle quand même qu'en 30 ans, le niveau de concentration ne s'est pas toujours accru. On parle toujours d'hyperconcentration. En réalité, on a plutôt, dans certains segments, des phases de déconcentration. Par exemple, dans le secteur de l'audiovisuel, c'est plus national. On a plutôt une moindre concentration qu'auparavant, mais c'est un niveau relativement élevé. La France se caractérise aussi par la présence de groupes capitalistes non spécialisés dans l'information, qui détiennent des participations extrêmement importantes dans les médias. Évidemment, on pense tous à TF1, des journaux comme Les Échos, des radios. Alors que dans la plupart des pays démocratiques comparables, les grands capitaines d'industrie de l'information sont des spécialistes de l'information. En France, ça a été organisé différemment. La France se caractérise aussi par une réglementation extrêmement précise, vraiment divisée un peu en deux univers. Vous avez l'univers de la presse écrite, qui est libre, comme le dit le premier article de la loi de 1881, et d'ailleurs l'audiovisuel est libre aussi, et la radio est libre, mais pour les éditeurs qui exploitent des fréquences qui sont très très importantes dans la vie démocratique et dans les habitudes des Français, donc notamment les chaînes hertziennes et de TNT, vous avez une réglementation importante liée au fait que ces fréquences sont allouées par la puissance publique à des éditeurs privés, je parle, en contrepart, avec des engagements de la part de ces éditeurs d'information qui sont extrêmement précis. Beaucoup plus précis que dans d'autres États comparables. La France se caractérise aussi par une très grande sensibilité en ce qui concerne les questions d'indépendance. Vous savez, les Français sont très, très méfiants. La méfiance, la défiance vis-à-vis des médias est un des taux les plus élevés de l'OCDE en France. Vous avez aussi une défiance vis-à-vis des institutions, qui en France est particulièrement élevée. Ça va probablement d'ailleurs ensemble. Mais vous avez une grande sensibilité, je vous rappelais encore une fois les fondements de la République. Mais la question de l'indépendance des médias est une question qui en France traverse beaucoup l'opinion. Alors, indépendance vis-à-vis de l'État, ça, je dirais, c'est ancien. Je rappelle qu'en France, quand même, la liberté dans le domaine audiovisuel est relativement récente. Les chaînes privées d'audiovisuel, c'est quand même 1982, donc c'est beaucoup plus récent que dans beaucoup de pays, que c'est un pays dans lequel la profession s'est organisée avec un conseil de déontologie journalistique et de médiation qui a été créé en 2019 en France. Donc la profession s'organise elle-même pour définir le respect de la déontologie et la procédure de production de l'information. Dans les pays comparables, c'est le début du XXe siècle. On a 100 ans de retard. Pourquoi? Parce que toujours la défiance vis-à-vis d'une centralisation de l'information, de réglementation qui pourrait brider la liberté d'expression. Aussi, une grande sensibilité vis-à-vis de la liberté, vis-à-vis des actionnaires. Alors, je ne reviens pas sur les événements récents, sur le JDD, la Provence, etc., mais toujours la crainte que l'information puisse être manipulée. Autrefois, c'était le groupe R100, Dassault, le groupe Dassault, etc., vis-à-vis de l'intervention de l'État dans le domaine de la liberté d'informer, de la liberté de s'exprimer. Grande inquiétude vis-à-vis du métier dont je vous ai parlé. Alors, pour réfléchir à toutes ces questions, pardon pour la longueur de mon introduction, comment s'est-on organisé et comment sont organisés les états généraux de l'information? Alors, l'information, donc, sont des contenus
diffusés, ayant une valeur d'intérêt général et diffusés auprès d'un large public, il était évidemment indispensable d'interroger d'abord le public, puisque celui qui est, je dirais, le destinataire de l'information, le propriétaire un petit peu de ses droits et de ses libertés, c'est le public. Donc les États généraux, c'est d'abord de constituer un état des lieux, d'interroger les Français sur Internet, en venant les voir, en organisant des assises, des journées délibératives, des cafés, tout ce que vous voudrez, des sélections de citoyens tirés au sort venant au Conseil économique et social s'exprimer, réfléchir sur l'information. Donc c'est donner la parole au public, au grand public, aux citoyens et aux citoyennes. C'est ça l'âme, l'esprit des États généraux de l'information, c'est que la réflexion ne soit pas confiée uniquement à un comité d'experts à Paris, se réunissant dans une salle de réunion et expliquant finalement ce que c'est que l'information. C'est d'abord essayer de... Alors vous voyez, je fais le contraire, parce que là, au lieu de vous écouter, je parle, mais fondamentalement, l'idée, c'est d'écouter ce que les Françaises et les Français ont à dire sur l'information. C'est aussi, donc, dans la lettre de mission, il est demandé d'interroger les forces politiques, puisque les forces politiques représentent bien entendu les tendances de l'opinion. Donc les acteurs politiques, les acteurs de la société civile ont été consultés, des auditions ont été organisées pour les écouter, les entendre autour de ces problématiques de l'information. Les États généraux de l'information, c'est aussi des auditions de professionnels, les médias, bien entendu, les journalistes, les fédérations, syndicats, regroupements de journalistes, réseaux sociaux, plateformes, personnes des nouvelles technologies ou de la tech, comme on dit. Donc d'essayer de consulter les professionnels qui, de près ou de loin, travaillent à la production et à la diffusion et à la compréhension, on va dire, ou l'accès à l'information. Ensuite, les États généraux de l'information s'appuient, je passerai rapidement, sur des appels à candidature de recherche pour que les chercheurs, cet appel a été lancé au niveau international, nous expliquent comment les Français, mais aussi au plan international, les citoyens du monde ont accès à l'information, s'informent, réfléchissent, anticipent, craignent les évolutions. Et donc, nous allons récolter les travaux des chercheurs en économie, en droit, en sociologie, ou sciences politiques, autour des thématiques de l'information. Alors, pour synthétiser tout ça, parce que vous l'avez compris, la thématique est extrêmement complexe et vaste. 5 groupes de travail ont été organisés. Alors, ces 5 groupes de travail, je vous l'ai dit rapidement. Un groupe de travail a été chargé de réfléchir en particulier aux incidences de l'évolution des nouvelles technologies. Donc, globalement, la diffusion de l'information sur le web, dans le monde numérique, et l'arrivée des technologies d'intelligence artificielle notamment. Un deuxième groupe de travail réfléchit en particulier au rôle actif de la société civile et réfléchit aux thématiques liées à la citoyenneté, donc la participation de la société à la production, à la compréhension, à l'accès à l'information. Un groupe de travail, lui, plus axé sur les médias, réfléchit à l'avenir des médias, tout simplement l'avenir des médias, qui sont les acteurs, notamment économiques, qui participent à la création et à la diffusion de l'information, donc médias et journalistes, avec l'avenir du journalisme. Un groupe de travail spécifiquement sur la désinformation, manipulation de l'information, fiabilité de l'information et les ingérences étrangères. Et puis un groupe de travail que représente Pauline sur le rôle de l'État, de la régulation et de l'institution d'un cadre juridique, économique, permettant à l'information d'être appréhendée par les citoyens dans un cadre démocratique. Tous ces personnes, donc que ce soit les citoyens interrogés, les propositions que nous avons recueillies en ligne sur la plateforme que nous avons lancée au début des États généraux, le Tour de France qui est donc des étapes de débat que nous avons conduit dans toutes les régions françaises. Tout cela sera résumé et synthétisé au sein d'un rapport de synthèse
qui sera largement constitué de propositions tournées vers les pouvoirs publics, mais aussi la société civile, les professionnels, pour se saisir de ces thématiques et essayer de résoudre les difficultés, d'anticiper l'avenir de l'information donc au début de notre décennie. Voilà le calendrier rapidement. Nous avons commencé nos travaux au mois d'octobre 2023 et nous achèverons ce travail, c'est-à-dire la publication du rapport et de l'état des lieux, je dirais, avant l'été, selon les mots du président de la République, c'est-à-dire en fait à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet. Voilà. Alors, rapidement, donc moi je ne suis que rapporteur, je vous l'ai dit au début de ma présentation, donc je peux absolument pas anticiper sur ce que sera le contenu de ce rapport de synthèse. Ce que je peux simplement vous dire pour lancer un petit peu la réflexion, ça vous permet de briser un petit peu la glace, de vous dire, puisque j'ai fait le recensement de toutes les contributions écrites, que nous avons déjà reçues, on a des centaines, plusieurs centaines. Je peux vous donner un peu les grands axes de réflexion qui se dessinent à la lecture de ces propositions reçues. 7 axes. Donc, premier axe, réfléchir sur le renforcement de la fiabilité de l'information, la lutte contre les manipulations de l'information, l'exploitation de ces manipulations d'information par des acteurs étrangers à des fins de déstabilisation de la démocratie. Ça, c'est un premier axe de travail. Deuxième axe de travail sur la structuration de l'éducation à l'information, à l'esprit critique et aux médias, avec une formation, je dirais, à l'école, dans le supérieur, tout au long de la vie, pour que tous les citoyens soient à la fois préparés à leur vie de citoyen et ensuite puissent toute leur vie durant, puissent être sensibilisés à ces enjeux dont je viens de vous parler. Le troisième axe, le renforcement du modèle économique des producteurs d'information, des médias, si vous voulez, que ce soit via la question des aides publiques. Vous savez que les médias reçoivent des aides de la part de l'État, favorisant le pluralisme, la diffusion de l'information sur le territoire, question de la rémunération des contenus d'information par les acteurs qui ensuite la véhiculent, la diffuseur d'informations, notamment les plateformes numériques. Les revenus aussi, l'avenir des revenus de la publicité, dont je vous disais qu'ils étaient plutôt en décroissance. Et puis la question du financement de l'audiovisuel public, qui est aussi une question qui se pose. Quatrième axe, la protection du métier de journaliste, que ce soit sous les angles de la déontologie, de l'indépendance, de la protection des sources et de la protection, je dirais, des journalistes eux-mêmes, de la protection de leurs conditions de travail, et puis aussi des questions un peu plus techniques, comme l'octroi de la carte de presse, des choses qui ont des incidences réelles pour la vie des journalistes et pour leurs conditions de travail. Cinquième axe, les obligations spécifiques aux entreprises d'information, donc aux médias d'information, on va dire, en matière de transparence, de publicité du capital, de transparence de leur fonctionnement interne, du fonctionnement des comités d'éthique, des chartes de déontologie, fonctionnement des organes de direction. Voilà, globalement, le fonctionnement de ces entreprises un peu particulières qui sont des entreprises capitalistiques, économiques, qui ont entre les mains quelque chose de sacré, qui est ce bien commun qui est l'information et qui nourrit la démocratie. Sixième axe de travail, la question du contrôle des concentrations, on en parlait, la concentration des médias. Et le respect du pluralisme, contrôle des concentrations, respect du pluralisme, sont des questions extrêmement liées et au-delà, le respect des règles constitutionnelles d'indépendance, d'honnêteté, de l'information. Enfin, septième axe, la régulation des acteurs économiques qui contribuent non pas à la production d'informations, mais à sa diffusion, comme les plateformes, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche. Et aussi l'intelligence artificielle. Vous savez qu'aujourd'hui, la régulation de ce nouveau moyen de produire des contenus pose dans le monde entier des questions extrêmement importantes. Voilà, donc voilà, je voulais lancer le débat en vous disant un petit peu les grands
thèmes, les grands chantiers de réflexion des États généraux de l'information. Évidemment, j'étais beaucoup trop long, je suis désolé, mais j'espère que ça vous a un petit peu donné quelques éclairages sur le contenu de ces États généraux. Voilà. Alors, qui distribue la parole, en fait? Voilà, on va le faire de façon un petit peu spontanée. Voilà. Très bien, alors je donne la parole aux élèves, puisqu'on m'a donné la capacité de donner la parole. Ou peut-être les personnes qui sont sur cette table pourraient-elles se présenter? Oui, voilà, on pensait effectivement aux personnes sur la table, avec notamment commençons par un panorama des médias en Corse. Alors, le panorama des médias en Corse, je le fais rapidement parce que j'ai travaillé pour les trois, donc je peux en parler. Vous avez donc, pour ce qui est de la radio publique, donc France Bleu RCFM, ou France Bleu Fréquence Amour, puisqu'il y a deux appellations et les deux sont valables. Donc France Bleu RCFM est l'une des 44 radios locales de Radio France. C'est donc une entité publique qui est une des radios du réseau Radio France, qui est donc une entreprise publique contrôlée par l'État et financée par l'État, mais on en parlera dans un instant. Donc c'est une radio qui est née dans les années 80, enfin 82 très exactement, lorsque la gauche arrivée au pouvoir a un peu libéralisé les ondes et a ouvert Radio France à la décentralisation en créant donc les stations délocalisées. C'est une très grosse station, c'est l'une des plus grosses du réseau France Bleu avec France Bleu Nord. Donc c'est une station qui diffuse 7 jours sur 7, à la fois des contenus d'information, des journaux, des flashs, des reportages, etc., mais également un contenu de programme, du divertissement, de la culture, de la musique, etc., etc. Voilà pour la partie radio. Pour la télé, il y a donc France 3 Corse via Stel, qui est l'une des 24 stations de France Télévisions. C'est ce que l'on appelle une station de plein exercice. Il y en a 2 dans le réseau France 3. Il y a donc France 3 Corse, ça a été la première, et il y a France 3 Nouvelle-Aquitaine, qui sont des stations donc, qui émettent quasiment 24 heures sur 24. C'est également donc sur le même modèle que Radio France, une station de l'entreprise France Télévisions, qui est également une entreprise publique contrôlée par l'État. Ces 2 entités, jusqu'à la suppression de la redevance, fonctionnaient sur la base d'un impôt payé par les ménages, 130 € par an, si mes souvenirs sont bons, qui permettait de collecter à N+1 environ 3,2 milliards d'euros par an et qui servait donc au financement de ce que l'on appelle l'audiovisuel public, Radio France, France Télévisions, France 24, France 5 et RFI. Le chef de l'État a supprimé cet impôt. Le financement se fait désormais via un prélèvement de la TVA jusqu'à la fin de l'année 2024. Et il se posera ensuite, et monsieur le rapporteur y faisait référence, la question du financement de l'audiovisuel public qui pour l'instant n'est pas encore tranchée. Troisième média, Corse Matin, celui dont je suis le rédacteur en chef, qui est donc un média privé qui appartient donc au groupe CMA-CGM et à Rodolphe Saadé. Le groupe CMA-CGM est le numéro 3 mondial du transport de fret et son PDG, Rodolphe Saadé, s'est lancé, comme beaucoup de milliardaires avant lui, dans la constitution d'un pôle média il y a 18 mois. Le pôle média de CMA-CGM regroupe donc Corse Matin, La Provence à Marseille, La Tribune et désormais, si vous avez suivi l'actualité, BFM et RMC qui ont également qui sont également en cours de rachat et qui rejoindront le groupe très probablement à la rentrée de septembre, une fois expurgé l'ARCOM, etc., etc. Voilà pour le panorama des 3 médias. Bonjour. Ça marche? Vous m'entendez? Parfait. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Wissal Achargui et c'est avec un plaisir sincère que, aux côtés de mon camarade Nicolas Gazo, on va avoir l'opportunité d'animer cette table ronde. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait vous proposer tout d'abord de vous présenter le fonctionnement de celle-ci, qu'on a essayé de penser de façon la plus participative possible. Donc, à chaque question qu'on posera, il y aura l'opportunité, tout d'abord, évidemment, pour les membres de la table ronde, mais aussi pour vous, chers camarades de promotion, de vous exprimer, de partager votre point de vue, de nourrir le débat avec vos expériences vécues. Et pour ce faire, n'hésitez pas à lever le doigt. Ma camarade se trouve juste ici avec le micro, à vous exprimer de façon claire, audible,
respectueuse et bienveillante, et évidemment conformément aux droits et devoirs du fonctionnaire. Un temps de questions est aussi théoriquement prévu à la fin, donc ne confondez pas les interventions qui ont lieu au fur et à mesure des questions et les questions que vous pourrez réserver pour les intervenants à la fin. Et sans plus attendre, je vous propose d'entamer dès à présent cette édition des EGI par un constat assez généraliste et dont les jalons ont été posés au fur et à mesure de ces premières interventions. Celui que ces dernières années ont été témoins d'une espèce d'une polarisation dans le monde des médias entre d'une part des grands groupes qui ont une certaine assise financière, pour rester dans l'euphémisme, et qui bénéficient de beaucoup de moyens pour déployer leurs propos, et d'autre part l'émergence sur les réseaux sociaux de figures plus populaires, autonomes, voire indépendantes, qui s'approprient une parole médiatique souvent très élitiste, avec des formats très innovants, que ce soit des formats live, par exemple, sur Instagram, très au contact du public, ou avec des stories très, très interactives. Cet état de fait nous a permis de mettre le doigt sur un constat qui est que dans un monde où l'information est toujours plus assimilable, mais aussi plus accessible, plus digeste, et dans un contexte où tout va toujours plus vite, et où notre capacité de concentration est très limitée, est-ce qu'on est en train d'assister à un basculement du rapport à l'information? Et si oui, comment l'expliquer et quelles en sont ces manifestations? Voilà, je vous donne la parole. Autour de la table, quelqu'un va se lancer? Oui, je vais me lancer puisque donc Valérie Lombardo, je représente l'Académie de Corse. Je suis déléguée régionale académique à l'information et à l'orientation. Donc, je suis d'autant plus à l'aise de parler de ce sujet que, en tant que déléguée régionale, je crée de l'information pour que l'information soit portée au plus juste de l'usager en termes d'orientation. C'est-à-dire, nous nous attachons à ce que justement l'information que nous créons puisse être la mieux comprise possible par tous les usagers, parents, élèves, et que chacun ait le même degré d'information et le même degré de compréhension. Donc, du coup, votre question est extrêmement intéressante parce que justement, à l'éducation nationale, on nous reproche quelquefois d'être très hermétique avec nos termes, avec nos sigles, et de souvent en changer en plus, ce qui fait que quelquefois, on en devient plus audible. Plus compréhensible. Donc c'est vrai qu'il faut s'attacher réellement, nous, qu'on appelle un peu l'administration où il y a le plus de dinosaures, qui a le plus de mal à se réformer, et pourtant je peux vous dire qu'on s'y attelle, de réellement pouvoir faire approprier à la jeunesse deux choses. Tout d'abord, qu'ils puissent devenir citoyens et donc critiques de ce qu'ils voient, de ce qu'ils découvrent. À travers ça, donc depuis le 2022, il y a dans chaque académie ce qu'ils appellent l'éducation aux médias. En Corse, avec avec la collectivité de Corse, on a ouvert 5 web radios, on ouvre 5 autres là très prochainement. C'est pouvoir faire comprendre aux élèves comment est créée une information et comment on la diffuse. On travaille beaucoup avec eux aussi de manière assez ludique. Quelquefois, on leur fait créer des fake news et on voit jusqu'où les choses peuvent aller, et ils ont un œil très, très, très critique là-dessus. Mais on a aussi une deuxième tâche, au-delà des élèves, on a les parents d'élèves. Et c'est encore plus difficile de toucher les parents d'élèves que de toucher les élèves, tout simplement parce que les parents d'élèves, eux, pensent qu'ils lisent, mais en fait, ils lisent pas plus que leurs enfants, et ils, comme on dit, scrollent. C'est comme ça qu'on dit. Et ils scrollent très vite les informations. Et c'est vrai que quand on diffuse une information vers un usager, il faut vraiment s'attacher au fait de ce qui va être réellement compris et ce qui va être réellement assimilé. Et ce qui est très nuisible pour moi, c'est que quelquefois, on a l'impression d'avoir fait passer de la bonne information avec les bons mots, avec les bons éléments de langage. Et à partir de là, on a été trop long. Et puis finalement, ils sont passés voir l'information à côté, qui est quelquefois complètement erronée, qui est un petit peu celle du café du commerce, pour parler plus vulgairement. Donc, ce métier de journaliste, au-delà de ce métier de journaliste, c'est vraiment aller au-delà et pouvoir faire comprendre à ceux qui nous lisent ce que l'on veut réellement faire passer comme message et comme information.
Donc c'est vraiment notre première responsabilité. Vous avez un micro? Oui, oui, non, mais pas de non, rien de particulier. J'attends les questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Des avis sur cette idée de basculement de l'information et l'explication que vous pouvez en avoir? Ça fait forcément, vous avez forcément un avis sur la notion de médias traditionnels? Bonjour. Oui, une question. Vous avez évoqué l'intelligence artificielle à diverses reprises et j'aurais une question sur l'application de votre dispositif avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Vous avez envisagé un travail avec l'ANSI? Alors, comment dire, on n'a pas travaillé directement avec l'ANSI, le secrétaire général, le SGDSN, donc je ne sais plus exactement ce que veulent dire les sigles, secrétaire général de la Défense et la Sécurité nationale, a été auditionné, ainsi que le directeur de l'agence Viginum. Donc Viginum est l'agence... Vous devenez très éducation nationale. Oui, je ne sais pas ce que veut dire Viginum. Vigie, ça veut dire veille sur le monde du numérique, globalement, enfin, j'imagine, mais ce qui est une agence qui a été créée il y a quelques années pour essentiellement collecter de l'information sur la manière dont les campagnes visant la France sont conduites au plan international. Vous mentionnez l'ANSI. L'ANSI est une agence dont la vocation est de réfléchir sur la sécurité des systèmes d'information et sur la robustesse des systèmes d'information. Donc nous sommes à la marge. Alors je sais bien qu'on dit les systèmes d'information, mais il ne s'agit pas exactement de la même information. Donc c'est l'informatique, on va dire. Et donc la réflexion de l'ANSI, comme vous le savez, l'ANSI est une agence qui est à la fois un organisme de recherche et un organisme d'analyse de la robustesse des systèmes pour les acteurs privés et aussi les pouvoirs publics. Bon. Donc en ce qui concerne la sécurité informatique, si vous voulez, la cybersécurité, la sécurité des systèmes d'information. Évidemment, cette problématique est liée à la capacité qu'ont des agents publics et privés nationaux d'autres pays à modifier les conditions dans lesquelles l'information circule. Elle peut être bloquée, donc elle peut être, par exemple, une agence peut voir son site internet inutilisable, rendu inutilisable, ou au contraire, on peut créer des faux sites ou perturber en fait le fonctionnement des véhicules de diffusion de l'information à des fins de... Mais la cybersécurité n'est pas au cœur des états généraux de l'information. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc l'ANSI, voilà, je dirais qu'elle n'est pas au cœur de notre réflexion. Pour un peu, comment dire, ce qu'on a évoqué, le basculement de l'information, ce qui est aussi un constat, c'est cette différence qui peut être faite entre les médias traditionnels et ce qu'on appelle les nouveaux médias. Donc est-ce que justement, en tant que professionnel de l'information notamment, il y a aussi un constat sur le mode de consommation. Est-ce qu'il y a une population qui est consommatrice plutôt que utilisatrice des médias? Et est-ce que c'est complémentaire entre nouveaux et ce qu'on appelle les médias plus traditionnels? Et qu'est-ce qu'il en est la notion de médias orientés vers les jeunes et orientés vers les plus vieux, on peut dire ça? Et est-ce qu'on peut arriver à rejoindre un petit peu tout ça? Disons que la télé, la radio, la presse écrite sont effectivement plutôt des médias seniors,
qui s'adresse à une tranche d'âge qui va de 35 à plus. Et effectivement, il y a l'avènement, l'arrivée de médias, de supports qui s'adressent plutôt aux jeunes. Alors on pense à TikTok, mais pas uniquement. Il y a aussi toute cette galaxie de réseaux sociaux utilisés par les jeunes. Et quand on regarde les différentes études et que l'on croise les chiffres, on se rend compte que les médias traditionnels n'attirent plus, ou en tout cas pas assez, la jeune génération. Et va se poser un problème de renouvellement de cette génération. Quand on regarde aujourd'hui l'âge moyen consommateur des médias traditionnels, les médias, ce qu'on appelle mainstream, on se rend compte que mécaniquement, lorsque ces personnes disparaîtront, mourront, ne seront pas remplacées, en tout cas pas dans la même proportion que celles qui consomment ce média aujourd'hui. Donc c'est un véritable enjeu, et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la recette, que ce soit la radio, la télé ou la presse écrite, pour attirer ces jeunes. Est-ce que c'est un problème de contenu ? Est-ce qu'on ne sait pas leur parler ? Est-ce qu'on ne parle pas des bons sujets ? Est-ce qu'on parle des bons sujets, mais pas avec le bon vocabulaire ? Est-ce qu'on n'a pas les bons contenus ? C'est une vraie réflexion. Pour l'instant, personne, ou en tout cas ceux qui ont réussi à le faire, c'est à la marge, personne n'a trouvé la vraie recette pour se dire, voilà, de manière chiffrée, je sais que dans les 10 ans qui viennent, je renouvellerai mes générations de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs par une nouvelle génération parce que je sais fabriquer les contenus qui vont bien. Ça, pour l'instant, on ne sait pas encore faire. Il y a pourtant des jeunes dans les rédactions. Il y a des rédactions extrêmement juniors. On a tous recruté des journalistes qui ont 25 ans de moyenne d'âge et qui eux-mêmes, alors qu'ils sont immergés dans ce quotidien-là et dans cette réalité-là, ont du mal à modéliser les contenus de demain. C'est un vrai enjeu. Et du coup, Monsieur Capouri ou Raffaelli, puisque vous étiez journaliste et puis dans la communication. Alors sur sur les jeunes, c'est vrai, on peut dire qu'il y a une désaffection, mais ce qui se passe pour la presse, on pourrait par exemple le dire pour le théâtre ou pour le livre, c'est exactement pareil. Voilà. Alors après, est-ce que on s'adresse pas suffisamment aux jeunes, on ne les attire pas, ou est-ce que les jeunes se désintéressent de l'information? Ça, on le sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que si je pense, avec Jean-Paul, on a quand même plus de 40 ans de métier, et à l'époque, il y avait des jeunes qui lisaient le journal, puisque je ne sais pas aujourd'hui si Henri pourra le confirmer, je ne sais pas si le journal papier se vend à 15 ou 20 000 exemplaires, mais nous, on l'a connu à 70 ou 80 000 exemplaires avec 150 000 habitants de moins. Donc c'était énorme. Et il y avait beaucoup de jeunes qui lisaient le journal. Moi, je pense que c'est peut-être la faute à la profusion de médias, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée des chaînes d'information continues qui, je pense, se sont un peu perdues. Je regardais par exemple hier BFM. Bon, c'est le groupe, comme je travaille pour la Tribune, c'est le même groupe aussi, donc je peux y aller. On avait découvert, c'était sur une affaire judiciaire, on avait découvert les ossements du petit Émile. On ne savait rien, sauf qu'il y avait des ossements qui avaient été découverts. Et pourtant, on en a fait, je crois, de 16h à minuit. On n'a parlé que de ça, sans avoir aucune information sûre ou fiable. Donc, c'était des rumeurs, des interprétations. Voilà, ça c'est une chose. Et ensuite, je pense que... Je ne sais pas, franchement, je ne veux pas du tout critiquer les écoles de journalisme, d'autant moins que je ne suis pas passé par là. On a appris le métier sur le tas avec Jean-Paul. Mais j'ai l'impression que tout le monde est formaté, il n'y a plus d'esprit critique, il n'y a plus d'esprit d'analyse. Je pense que les gens n'ont plus de recul. Moi, je pense que s'y attire, puisque les faits, vous l'avez dit tout à l'heure, les faits sont vécus en temps réel. Donc, il n'y a plus une appétence pour la formation pure et dure. Donc, ce qu'on attend, c'est d'aller un peu au-delà, de faire un pas de côté pour analyser froidement et attirer les gens justement et leur donner des pistes de réflexion. Et ça même, j'en fais pas une généralité, mais la plupart des journalistes, que ce soit dans les médias, et j'en fais partie, donc
je m'inclus dedans, que sur les plateaux de télévision ou de radio, ne font plus d'analyse. La meilleure preuve, c'est que tous les plateaux médiatiques sont occupés par des consultants. Vous avez que des généraux pour parler de la guerre en Ukraine. Quand c'est le Covid, vous aviez que des professeurs. Là, vous avez, hier, pour le petit Émile, c'était que des anciens juges d'instruction ou des avocats pénalistes, etc. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a vraiment un défaut. Le problème vient de tous les côtés. Et puis même surtout les réseaux sociaux. Il y a évidemment de la fausse information, mais à côté, il y a de la vraie information. Mais même, par exemple... même ceux qui sont censés donner une information fiable, moi je ne suis que sur Twitter, donc je peux parler que de ça. Vous avez Le Figaro, Le Monde, Libération qui ont leur propre compte. Même eux font de la surenchère. Ils veulent donner les premières informations. S'il y a un rebondissement, ils veulent être encore les premiers. Et finalement, ça se fait au détriment et de la vérification et donc de la fiabilité. Voilà, Tout à l'heure, j'ai vu que dans ces états généraux, on se demandait ce qu'allaient devenir les médias dans 20 ans. Mais est-ce qu'il y a 20 ans, si on avait fait ces états généraux il y a 20 ans, est-ce qu'on aurait imaginé la situation des médias aujourd'hui? Moi, je ne le pense pas. Évidemment. Oui, j'allais rebondir là-dessus. Justement, Jean-Marc parlait tout à l'heure du théâtre, du cinéma ou de la lecture. Et on peut aussi comparer avec le fast-food. Il faut aller très vite. Il faut aller très vite et c'est au détriment de la qualité. Donc, sur Internet aussi, comme le disait Jean-Marc, il y a les médias qui sont présents, mais ils sont noyés. Ils sont noyés dans la multitude d'interventions de citoyens à titre particulier, à titre privé, qui se prennent, comme le disait tout à l'heure le directeur, qui se prennent pour des journalistes eux-mêmes, qui font des analyses. Moi, j'ai travaillé dans le domaine du sport et ça m'amuse aujourd'hui de voir qu'au lendemain d'un match du Sporting, par exemple, il y a je ne sais pas combien de spectateurs qui font leur analyse, qui donnent leur composition de l'équipe, comment il aurait fallu jouer. Voilà, ça c'est un exemple. Tout le monde prend la parole sur tous les sujets, même là où on n'est pas compétent. Et cette multitude d'informations, évidemment, nuit forcément à la qualité, au fond de l'information. Maintenant, c'est la forme qui prime et surtout la rapidité. Mais c'est vrai que ce que disait monsieur le procureur général est exact. Aujourd'hui, quand on regarde les coûts de fabrication de l'information pour un média traditionnel, un média mainstream, c'est à peu près 30%. C'est-à-dire que 30% du budget d'un journal de presse écrite, par exemple, est consacré à la fabrication des contenus, c'est-à-dire la rémunération des journalistes, les déplacements, les frais de mission, le coût, la recherche de l'information, etc. À cela, vous rajoutez entre 26 et 30% de fabrication et de distribution. Donc ça veut dire que fabriquer du contenu, ça coûte pour un média traditionnel 60% de son budget, ce qui est considérable. Et forcément, en fonction des moyens du journal ou de la télé ou de la radio en question, forcément, ça a un impact sur la qualité de l'information. Et oui, l'ubérisation, c'est une vraie question. Pourquoi il y a cette course au clic? Jean-Marc y faisait référence il y a un instant, tout simplement parce que le clic permet d'être référencé par les GAFA et les GAFAM. Plus vous êtes référencé, plus vous montez haut dans le référencement, et plus vous pouvez monétiser vos contenus. C'est une forme d'ubérisation. C'est un modèle économique qui n'existait pas il y a encore 20 ans, mais qui s'est développé à l'aune de cette modification du paysage médiatique avec l'arrivée des réseaux sociaux. Oui, la course au clic, elle n'est pas innocente. Elle a aussi une finalité économique. Pas vous mentir, c'est la vérité. Donc, voilà. Et c'est d'autant plus... C'est d'autant plus dommageable que quand on fait cette éducation aux médias auprès des élèves de collège et de lycée, on essaye de leur apprendre à chercher la bonne information. En quelques années, ils mettent de plus en plus de temps à trouver la bonne information parce que justement, ce qui arrive en premier sur les moteurs de recherche, comme le disiez très justement, c'est celui qui a été le plus cliqué et c'est pas forcément le plus juste. Oui. Et pour éveiller cet esprit critique,
pour des élèves qui en plus ont de moins en moins envie d'aller chercher plus loin, il faut dire les choses comme elles sont, c'est encore plus difficile. Et c'est vrai que il faut qu'on insiste, nous, à l'éducation nationale, à cette éducation aux médias et à cette éducation à l'esprit critique. Mais quand on est vraiment dans les CDI, quand on est sur des recherches, sur du contenu, en se disant vous allez faire de la vraie démarche d'investigation comme un journaliste, on met énormément de temps, beaucoup plus qu'avant, Monsieur Marianne. Oui, pardon, non, pas du tout, au contraire. Ça, c'était très intéressant. Je rebondissais sur ce que vous disiez, monsieur le rédacteur en chef, et sur ce que vous disiez, monsieur Raff. Je crois qu'il y a un mot qui est important, c'est le mot actualité. C'est ce qui nous a rassemblés pendant de très très longues années. Nous avions une actualité avec quelques thèmes, et chaque journal, en fonction de son positionnement politique, choisissait un angle d'attaque autour de la même actualité. Et nous avions une vision, à mon sens, collective de cette actualité, une attente collective de cette actualité. Et à côté de ça, nous avions quelques passions qui faisaient qu'on allait picorer à droite, à gauche, quelques éléments complémentaires pour parfaire ce que l'on aurait pu appeler notre culture générale de la connaissance de notre environnement, de la connaissance de la France, de la connaissance de l'Europe et du monde. Aujourd'hui, on est passé de l'actualité aux actualités. Et on a une forme, et d'où la difficulté pour la presse aujourd'hui, d'individualisation de ces actualités. C'est-à-dire que nous ne recherchons quasiment plus une actualité collective. Nous sommes passés de ce côté collectif à ce côté très individuel, où finalement prime désormais sa propre recherche autour de ses passions, de ses thèmes de prédilection, etc., au détriment de ce qui nous rassemblait à travers cette actualité spécifique. D'où la difficulté, à mon sens, pour nos titres, de pouvoir se positionner correctement. Là où vous avez une masse salariale pour régler l'actualité, il vous en faudrait 3 fois plus pour gérer la question des actualités avec des médias qui ne sont plus aussi flexibles qu'ils pourraient l'être pour répondre à cette demande aujourd'hui. D'où en effet la question du clic au détriment du reste. Aujourd'hui, moi je me posais la question, plus personne n'imaginerait le monde avec la sortie le lendemain des actualités qui ont eu lieu la veille. C'est juste un modèle archaïque, et pourtant il fonctionne pour une partie d'entre eux. C'est aussi intéressant de poser la question pourquoi il continue à fonctionner sur ce modèle-là, et d'où la question de l'analyse aussi, etc. Mais je pense que ce phénomène d'actualité collective et la recherche désormais complètement individuelle de la satisfaction de ses propres champ de souhait d'information et de souhait de picorer a complètement modifié, et d'où la difficulté pour vous, même en embauchant des jeunes, ils vont vous dire ce que eux aiment bien, mais vont pas forcément dire ce que le copain ou la copine d'à côté aime bien également. Enfin voilà, je pense que c'est un vrai défi pour la question de la puissance publique. C'est qu'est-ce qui nous rassemble demain à travers quel est le rôle des médias, au-delà de la puissance publique, dans la capacité à faire société? Quels sont les thèmes qui nous mettent en avant pour faire en sorte que l'on se retrouve et qu'on soit capable de se fédérer, y compris avec des opinions politiques différentes, mais se fédérer autour de certaines actualités? C'est un défi, je n'ai aucune réponse bien évidemment, mais en tout cas c'est un défi d'ampleur. Merci. C'est bon, on m'entend bien? Ouais. Merci. Donc merci pour vos interventions, et j'ai une réflexion qui m'est venue en vous écoutant. Une réflexion qui est celle des frontières qui se brouillent finalement entre journalistes et chroniqueurs, comme vous l'avez abordé, entre chroniqueurs, journalistes et citoyens, entre réalité, faits avérés, faits décortiqués, et fake news aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui permet de générer des images, de générer des dialogues, de plaquer des dialogues imaginés dans des situations concrètes, sur des interviews qui paraissent réelles. Donc des frontières brouillées
à tous les niveaux, au niveau humain, au niveau des individus qui oscillent entre journalistes, chroniqueurs, experts de tout et parfois experts de pas grand-chose sur certains médias. Des frontières qui sont brouillées aussi avec les citoyens qui, pouvant avoir l'impression que finalement il est facile d'être expert, se proclament eux-mêmes experts. Et j'aurais voulu avoir ces réflexions sur ces frontières qui se brouillent, cette contestation de l'expertise. Voilà ma question. Merci à tous et à toutes pour ces premiers échanges qui ont été extrêmement riches. Et avant de rebondir sur l'ensemble des éléments que vous avez déjà commencé, qui ont déjà commencé à jalonner les questions à venir, je voulais tout d'abord remercier et souligner la présence de Monsieur le Préfet qui a pu nous rejoindre et dont l'intervention a été éclairante. Et ne manquera pas d'entretenir la suite de nos échanges, je n'en doute pas. Pour rebondir un petit peu sur l'ensemble des éléments que vous avez pu mentionner auparavant, mon collègue ainsi que certains d'entre vous ont pu mentionner le concept de consommation de l'information que j'ai trouvé et qu'on a trouvé ensemble extrêmement intéressant. Et on se demandait, dans un contexte où nos circonstances individuelles et collectives, dans un contexte où l'information va de plus en plus vite et où on semblerait être perpétuellement confronté à une injonction à tout savoir de façon immédiate, est-ce qu'on ne serait pas en train d'articuler un rapport consumériste à l'information? Est-ce que celui-ci n'entraînerait pas une fatigue informationnelle qui a déjà pu être mentionnée auparavant? Et la deuxième question, qui découle directement de la première, elle est liée au contexte géopolitique qui caractérise l'actualité de ces derniers mois, qui est celui du conflit Israël-Hamas, qui a été témoin de la destruction d'une cinquantaine de médias dans la bande de Gaza et de la mort d'une pléthore de journalistes, ce qui ne manque pas de confirmer le rôle politique que jouent les médias aujourd'hui. Et autant d'informations qui sont d'ailleurs recensées et soulignées par Reporters sans frontières. Et ce conflit a laissé aussi l'opportunité de voir le rôle que jouait, ce que soulignait tout à l'heure mon camarade, l'émergence de nouvelles figures un peu chroniqueuses qui incarnent qui incarnent et qui se saisissent un petit peu de ce devoir d'informer parce qu'ils sont concernés et qu'ils sont touchés. Je pense notamment à la figure de Motaz Azaïza, qui a accumulé plus de 17,5 millions de followers sur Instagram et qui a perpétuellement filmé l'actualité à Gaza pendant plusieurs mois avant de s'en extraire pour rejoindre le Qatar. Et c'est un phénomène qui m'amène à vous adresser collectivement la question suivante et qui, j'espère, fera écho auprès de mes camarades. Si pour Gilles Deleuze, il n'est de pire indignité que de parler à la place des concernés, que penser de cette démocratisation de la fonction journalistique et quel rôle jouent les réseaux sociaux dans l'émergence de ces nouvelles figures journalistiques-là? Voilà, je vous remercie et la parole est à vous. Bon. Vas-y Jean-Marc. Non, tout ce que je peux dire, c'est pour... Non, c'est bon. C'est pour répondre, en effet, c'est que c'est vrai que la frontière est ténue entre l'expert et le journaliste. On s'est un peu tiré une balle dans le pied, parce que je vais revenir de manière très terre-à-terre à ce qui se faisait il y a 10 ou 15 ans à Corse Matin. À chaque sujet, à chaque fait divers, on faisait, tu t'en souviens, Jean-Paul, des micro-trottoirs. Oui. Et sur chaque sujet, sur chaque enquête, il fallait descendre dans la rue, interroger les gens pour que les citoyens, voilà. Jusqu'au jour, quelqu'un est venu voir le rédacteur en chef en lui disant « Moi, j'achète pas le journal pour avoir l'opinion de mon voisin de palier ». Et il avait tout à fait raison et on a stoppé. Donc c'est vrai que les citoyens, Jean-Paul le disait tout à l'heure, sont des journalistes qui s'ignorent ou qui malheureusement ne s'ignorent pas. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'experts. Alors est-ce que c'est pour... Est-ce que sur un sujet, c'est pour maintenir le débat pendant des heures et des heures et des heures comme LCI par exemple, qui a fait du conflit en Ukraine, qui est très intéressant, mais qui en a fait ça pratiquement 95% de l'occupation de sa chaîne. Ou est-ce que les journalistes ne sont pas capables une fois encore, d'avoir le recul ou la connaissance ou la mémoire, parce que les consultants, ce qu'ils ont, l'avantage qu'ils ont,
C'est ils ont la connaissance, ils ont l'antériorité, ce que n'ont pas les jeunes journalistes. Hein. Ni ce matin comme ce matin ont beaucoup souffert. Tu disais, Henri, tout à l'heure justement qu'on embauchait des jeunes pour essayer d'accrocher les jeunes lecteurs. Mais lorsqu'on fait un papier politique, etc., surtout par exemple en Corse, si on n'a pas la mémoire de ce qui s'est passé 50 ans en arrière, parce que tout découle de tout ici. Donc, donc il y a vraiment une carence à son niveau. Je pense qu'il y a une carence au niveau de la connaissance et que les journalistes finalement ne sont plus que des courroies de transmission qui passent le micro, qui interviennent. Je ne veux pas en faire une généralité parce qu'il y a des éditorialistes extrêmement brillants sur toutes les chaînes. Hein. Je ne veux pas en faire, je veux pas en faire une généralité. Alors après, vous parliez de ce qui se passe à Gaza, je crois. Alors là, je sais pas trop. Vous dites qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont été tués. Alors moi, j'ai entendu au départ qu'il n'y avait pas beaucoup de journalistes professionnels sur place, sauf peut-être des journalistes palestiniens. Les autres n'étaient pas autorisés à aller. Alors là encore, c'est très difficile. Par exemple, sur le bilan des morts civiles à Gaza, hier, on donnait sur le déroulant, je crois que le Hamas, le ministère de la Santé du Hamas parlait de 30 000 morts. Et puis il y avait un expert de la géopolitique internationale qui dit il n'y en a pas. Alors on se dit, le Hamas, est-ce qu'il est objectif peut-être sans doute oui, peut-être pas, on ne sait pas. Et après, derrière, il y a un expert qui a dit non, c'est pas 30 000, c'est au moins 60 000. Donc, vous voyez un peu où va l'information, comment les gens peuvent-ils être éclairés. Alors voilà, moi je pense que entre ces affaires du petit Émile, ces informations, ces fake news qu'on essaie de déguiser des fois en informations pour attirer un peu le chaland. Moi, je pense que avant, on essayait de susciter et d'aiguiller un peu l'intellect des gens. Maintenant, on est plutôt en train de flatter leur voyeurisme. Et moi, je pense que c'est un mouvement qui, malheureusement, pour moi, est irréversible. J'espère me tromper. Voilà. Mais vous parliez un peu de haut-le-cœur médiatique, hein, une espèce de flux ininterrompu. C'est sans doute vrai, c'est très certainement vrai, mais ça n'est quand même pas pire que les déserts médiatiques. Aux États-Unis, il y a 2500 journaux qui ont fermé en 20 ans. On parle des États-Unis, on ne parle pas de la Turquie. Il y a des États, notamment tout ce qu'on appelle la ceinture de rouille, où il n'y a plus du tout de médias. On est à l'aune d'une élection présidentielle dont on sait tous ici l'impact qu'elle pourrait avoir en termes de la géopolitique du monde. Et donc qu'un pays comme les États-Unis se retrouve privé dans certains États de médias, je lisais une étude d'une université américaine qui dit qu'en 2024, il y a 30% des médias qui vont disparaître à nouveau aux États-Unis. Je crois qu'il faut un juste milieu et une démocratie sans médias, ça pose quand même un vrai problème au XXIe siècle. Pour en venir aux experts, Jean-Marc l'a dit, effectivement, les experts, ce n'est pas le problème de l'expert, c'est le problème de ce qu'on en fait, de son utilisation. Si c'est une utilisation pour apporter une plus-value, elle est utile. Le journaliste est un témoin de l'actualité. Il n'est pas expert en tout. Il a un background, il a une connaissance acquise par les années d'expérience et d'expertise, le travail sur le terrain, le carnet d'adresses, la connaissance d'un environnement, d'un dossier, d'un sujet ou de plusieurs sujets, de plusieurs environnements. L'expert est là effectivement pour apporter une plus-value supplémentaire, une connaissance. Si je fais venir en plateau, à la télé, à la radio ou dans le journal un procureur général ou une magistrate, un magistrat, il sera bien évidemment plus au fait que le journaliste lui-même de questions pointues, techniques, juridiques, etc., etc. Après, il faut aussi être en capacité d'apporter la contradiction, le contradictoire. Notre métier, c'est ça, apporter le contradictoire. Et faire d'un propos, quel qu'il soit, une vérité absolue, ça, c'est effectivement une forme de dérive un peu inspirée des réseaux sociaux, ou en tout cas contaminée par les réseaux sociaux et par cette nécessité de faire du clic, de faire du référencement, d'être en tête d'eux, d'être le mieux référencé d'eux, etc., etc. C'est vrai.
Et parfois, les plateaux, notamment à la télé, manquent un peu de contradictoires et de contradictions. C'est un peu problématique, c'est vrai. C'est une réalité. J'aurais une intervention un petit peu en forme de question. Est-ce que la déontologie fait partie du périmètre de réflexion des États généraux de l'information? C'est une question très très importante pour de nombreuses professions, pour la profession de magistrat par exemple, mais pas que. Et on parle aujourd'hui effectivement de médias traditionnels qui répondent, je le pense, à un certain nombre de principes de qualité au niveau de l'information, de vérification de l'information. C'est loin d'être le cas très visiblement sur les réseaux sociaux. C'est un peu le Far West de l'information, le réseau social. Donc est-ce que la déontologie, qui devrait mettre un petit peu de régulation dans tout cela, sans attenter à la liberté de l'information, qui est un principe fondamental, je le crois aussi, est-ce que ça fait partie du périmètre? Peut-être je peux répondre à la question, puisque on s'est beaucoup interrogé sur cette question dans notre groupe sur la régulation, puisqu'on peut considérer que la déontologie, en fait, c'est une forme d'autorégulation des pratiques par les acteurs qui, en elle-même, ne pose pas de problème en termes de liberté d'expression, puisque c'est des acteurs qui choisissent de se soumettre à un corpus de règles, et c'est le cas des journalistes qui ont des chartes internationales et nationales qui encadrent leurs propres pratiques et qui crédibilisent aussi les informations. Je crois que vous serez d'accord avec moi qu'ils produisent. Après, la question, c'est plus comment saisir, et je pense que ça ressort un peu de toutes les interventions qu'on vient d'entendre, les obligations déontologiques de ces nouveaux acteurs, de ces nouveaux supports. Alors, on parle parfois de producteurs d'informations. Par exemple, quelqu'un qui a un compte avec une grosse audience sur des réseaux sociaux, mais qui est anonyme, comment on peut le pousser à se doter de sa propre déontologie? Comment on peut impulser une démarche déontologique pour ces acteurs-là? C'est sûr que c'est une difficulté. Et pour tout ce qui est support d'information, je crois qu'on sort quand même de la déontologie, et c'est plus l'idée d'une réglementation, parce qu'il est difficile d'imposer aux réseaux sociaux ou aux grosses plateformes de s'auto-contraindre, même si elles le font déjà. Il y a des dispositifs de signalement de fake news, de lutte contre la propagation des faux comptes, comme le disait Maxence. Mais du coup, bien sûr, on s'intéresse aux questions déontologiques de la profession de journaliste et des producteurs d'informations. Pour vous répondre aussi, Monsieur le procureur, c'est vrai qu'en tant que fonctionnaire de l'État, on a tous notre propre déontologie, puis on est tenu à une certaine déontologie aussi. Donc c'est vrai qu'on ne communique pas tout et n'importe quoi, je dirais. On a des éléments de langage, on a des circuits de communication, quelque chose qui est très codifié, qui est très réglementé. Et quelquefois, ça peut être un petit peu frustrant en se disant, si on ne communique pas parce que on n'a pas à communiquer, parce que les éléments de langage sont là, qui va communiquer à notre place? Et c'est là que la fake news arrive, et c'est là que quelquefois on peut faire du mal à notre propre institution en ne communiquant pas. Maintenant, on se doit d'avoir cette déontologie, parce que justement on se doit de communiquer au plus juste et au plus juste des personnes que l'on a en face. On leur doit ce respect-là aussi. Je voudrais juste ajouter que pour les grands médias, la déontologie, c'est la vérification de l'information, c'est la fiabilité. À titre individuel, pour les journalistes, évidemment c'est l'objectivité. On ne l'atteint pas toujours, mais en tout cas, on essaye d'y tendre à chaque fois. Et puis après, il ne faut pas confondre avec la ligne éditoriale de chaque grand média, hein. Vous avez un fait, vous avez un événement, vous verrez qu'il sera très différent selon qu'il passe par le prisme de Libération ou de Valeurs Actuelles. Vous voyez, ou de l'Humanité et du Figaro. Voilà, et pourtant, c'est la même information. Donc voilà, alors, je pense que la déontologie peut être aussi un peu à géométrie variable, selon les idées, mais c'est un peu c'est pas péjoratif, mais c'est un peu du clientélisme aussi, hein, c'est normal, puisque
parce que le journal, c'est fait pour être vendu, c'est une opération commerciale, hein. Il y a le caractère informatif, mais il y a aussi un journal doit se vendre, une télé ou une radio doit s'écouter, hein, voilà. Depuis le début, vous avez évoqué un mouvement qui était un petit peu irréversible de modification des supports d'information avec une immédiateté aujourd'hui dans l'information et une baisse aussi de la qualité avec la profusion d'experts qui a été évoquée, ou alors des nouvelles formes de journalisme ou même sur ce qu'évoquait Wissal à Gaza. Pour vous, est-ce que ce mouvement-là, justement, les médias ne doivent pas l'embrasser et investir ces nouveaux champs comme les réseaux sociaux plutôt que de chercher à résister sur le format papier qui continuera à exister, mais à l'évidence en moins grand nombre? Et ensuite, plus du côté de l'État, quelles sont les pistes aujourd'hui pour l'État, en fait, quels moyens l'État a aujourd'hui d'accompagner tout ça et de tenter de réguler un petit peu toutes ces pistes? Alors, sur le format papier, il y a un excellent rapport sénatorial de 2022 qui dit que la PQN, donc la presse quotidienne nationale, réalise plus de 52% de son chiffre d'affaires désormais grâce au numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le print, comme on dit dans notre jargon, le papier, est en déclin un peu partout. C'est valable pour tous les titres. Et ce déclin, il est de l'ordre de 10% pour les meilleurs élèves, entre 17 et 20 pour les plus mauvais. C'est-à-dire que des titres prestigieux aujourd'hui, qu'on a tous connus, que vous avez tous connus, tirent à 40, 50, 60 000 exemplaires quand ils tiraient à 200 000 il y a 20 ans. Ça veut dire quoi? Que la croissance de ces titres-là qui continuent, elle se fait désormais sur le numérique. Pourquoi? Tout simplement parce que d'une part, l'abonnement est moins cher. Il y a aussi une question de coût, le prix de l'information. Aujourd'hui, un journal, ça coûte entre 1,50 € et 2 €, voire 2,50 € en format papier. Un abonnement numérique, pour ceux qui ont caféine, c'est 7 € par mois et vous avez accès quasiment à tout le kiosque. Donc aujourd'hui, les gros médias et tous les médias de presse écrite misent sur le numérique. Moi, si je vous donne les chiffres de Corse Matin de cette semaine, on a fait 2,2 millions de vues cette semaine sur l'application et sur le site. Ce qui est beaucoup pour un petit journal régional. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces 2,2 millions de lecteurs potentiels ne sont pas en Corse. Il y a 300 000 habitants. Et quand on regarde les datas, 80% de ces 2,2 millions de personnes qui sont venues lire le journal sur la version numérique n'habitent pas en Corse. Donc, tout ça, c'est un environnement qui est en pleine modification. Le print, le papier est en déclin. Jean-Marc travaille pour un titre qui s'appelle La Tribune, qui est un titre du groupe Corse Matin, La Provence, BFM RMC. Ce titre, il y a 12 ans, en 2012, était un journal papier. En 2012, la version papier s'est arrêtée au profit d'un site web qui a connu une croissance et qui connaît une croissance aujourd'hui que la version papier, même au moment de son apogée, n'a jamais connu. Donc voilà, la transformation, elle se fait aussi sur le support et sur des modèles, notamment le papier, qui sont en train de décliner fortement et possiblement de disparaître un jour. C'est pas tabou que de le dire et qu'à regarder les chiffres. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Henri tout à l'heure à propos du désert médiatique et insister sur le danger que ça représente. Car comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Et ces déserts médiatiques vont conduire la population à se retourner de plus en plus vers cette fausse presse des réseaux sociaux, notamment alimentée par ce qu'on appelle maintenant les influenceurs. Et ça, c'est un vrai danger. Et je voulais poursuivre ma réflexion en parlant aussi d'un autre danger pour la presse régionale. C'est le monopole. Je pense que la presse régionale corse, elle se portait beaucoup, beaucoup mieux quand il y avait deux quotidiens et que les gens pouvaient se retrouver dans un ou dans l'autre. Il y avait deux visions de la société corse, même si elles n'étaient pas aux antipodes, mais il y avait quand même deux visions différentes. Et je pense que ça favorisait un peu la lecture du quotidien chaque matin. On pouvait aller de l'un à l'autre et différencier un peu les points de vue, et ça alimentait aussi l'analyse de l'actualité.
Et ça rendait les journalistes plus performants. Vous faisiez référence tout à l'heure aux fake news. Et c'est intéressant comme propos. Il y a un mathématicien qui s'appelle Brandolini, qui est un mathématicien d'origine italienne, qui a pondu une loi. Ça s'appelle la loi de Brandolini. C'est l'asymétrie des inepties. C'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut déployer pour contrecarrer une fake news. C'est ça la loi de Brandolini. Regardez sur Google, c'est très très intéressant. Il explique, il modélise, il théorise combien les médias sont obligés de déployer de moyens, d'énergie et de persuasion pour essayer de combattre une fake news, sans être certain d'y arriver. Donc on voit combien la puissance des réseaux sociaux prompte à véhiculer certaines fausses informations, combien cette puissance est forte par rapport à des médias traditionnels qui vont essayer de la contrecarrer et de dire mais non, mais pas du tout, regardez, on a tel expert, on a tel propos, on a tel document qui démontre le contraire. Et cette loi de Brandolini, elle n'a jamais... elle est aujourd'hui d'une vérité tellement criante à l'aune de ce que l'on lit et de ce qu'on entend sur les réseaux sociaux pendant le Covid. Ça, c'était quand même... on a mis au même plan un professeur des universités, un professeur en médecine, avec le mec qui est au comptoir et qui est vacciné à la double dose de pastis. Donc, à un moment donné, il y a quand même des limites. Et on l'a vu et on le voit aujourd'hui sur le conflit israélo-palestinien, on le voit sur tout un tas sur les propos qui concernent la première dame aussi, toute cette théorie qu'elle ne serait pas un homme mais un transgenre. Enfin bon, on a quand même là atteint des sommets. Bonsoir, Madame Beffard, je suis élève attachée à l'IRA. Ma question est à la déontologie qui a été évoquée. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Non, je vais avoir la vôtre. C'est la déontologie qui a été évoquée, mais je me questionnais aussi sur l'indépendance des médias au vu de la pression économique et politique qu'on peut avoir. Je pense notamment au dernier fait concernant la Provence, le titre qui a fait polémique. Et du coup, est-ce que cela ne pourrait pas aussi expliquer la fuite des lecteurs, des éditeurs, des usagers en fait de médias, puisqu'il y a cette perte de confiance? Oui. Bon, je vais parler de la Provence. La crise à la Provence a été une crise aiguë, on ne va pas se le cacher, une crise sans précédent qui a été difficile pour la rédaction de la Provence, difficile pour la rédaction de Corse Matin, puisque je vous l'ai dit, c'est le même actionnaire, et qui démontre la difficulté que peut avoir un industriel qui arrive dans les médias à en comprendre le fonctionnement, le périmètre et ses propres limites. Cette crise à laquelle vous faisiez référence et qui est réelle et qui nous a beaucoup impacté, nous essayons d'en tirer les enseignements aujourd'hui au sein des deux rédactions, mais également dans le rapport avec l'actionnaire, en édictant une charte qui existait déjà, une charte d'indépendance, mais sur laquelle nous sommes en train de travailler pour la renforcer et pour la densifier. Elle sera prête à la fin du mois d'avril, elle sera soumise à l'actionnaire qui devra la valider, comme il s'y était engagé au moment du processus de reprise des deux titres. C'est un acte fondateur, c'est un acte important, c'est un acte qui l'engage, qui l'oblige et qui nous engage également. Après, signer des chartes, signer des documents, c'est bien, les respecter, c'est mieux. Et effectivement, il y aura une grande vigilance, vous l'imaginez, de la part des rédactions pour que cette charte, elle soit respectée. Nous sommes désormais scrutés par l'ensemble des SDJ, les 70 sociétés de journalistes qui composent et qui représentent l'ensemble des médias français, que ce soit la radio, la télé et la presse écrite. Et bien évidemment, la crise de ces dernières semaines à la Provence, elle a suscité un certain nombre d'interrogations légitimes de la part de la profession, un certain nombre de questions qui restent encore à éclaircir. Et oui, le rapport entre un actionnaire et ses rédactions
c'est une vraie question. On ne peut pas l'éluder, c'est pas tabou, c'est une réalité. Mais de même que c'est une question qui se pose aussi dans les médias publics. Ne nous voilons pas la face. L'actionnaire privé, lui, il est plus facile à désigner parce que c'est souvent un industriel et qu'on peut dire, ah ben tiens, lui, il est milliardaire, donc on peut présupposer qu'il va intervenir. Mais il y a aussi des interventions d'hommes politiques dans les rédactions de l'audiovisuel public, à la radio comme à la télé. J'en ai vécu, des collègues aussi, ça existe, ça n'est pas un fantasme. Donc ça veut dire que le gouvernement aussi, et non pas l'État, parce que l'État c'est pas une entité, le gouvernement aussi, et les gouvernements successifs ont un rapport avec les médias publics qui est aussi un peu « je t'aime moi non plus ». Moi j'ai vécu les années Sarkozy, Jean-Paul et Jean-Marc aussi. À l'époque j'étais à Radio France, c'était pas simple, hein. Alors, maintenant, il y a prescription, on peut le dire, mais voilà. Donc, cette propension à l'intervention, elle n'est pas que dans la sphère privée, dans les médias privés. Elle est aussi une réalité dans les médias publics, en fonction du gouvernement du moment, en fonction des intérêts, en fonction de l'actualité dominante, en fonction des pressions, en fonction de la cinétique de l'information. Ça arrive aussi. Et c'est aussi une réalité. Voilà. Jean-Marc et moi, nous avons eu la chance de connaître le journal à une époque où il pouvait vivre simplement de ses ventes. Ouais. Et à mesure que celles-ci ont décliné, il a fallu se tourner de plus en plus vers la publicité. Et la publicité, elle n'était pas seulement privée, elle était aussi institutionnelle. Et oui. Avec ce que cela induit, des fois, d'objectivité déclinante aussi. Puisqu'évidemment, la collectivité qui achète une page toutes les semaines dans le journal, il est difficile de les corner parfois. Donc, évidemment, la petite perte de confiance dont vous parliez, ça s'inscrit aussi dans ce cadre-là. J'ajouterais qu'en règle générale, les grands groupes industriels, ce qu'on appelle à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, les magnats de la presse, hein, Lagardère, Hersant, Dassault, etc. En règle générale, ce n'est pas de la complaisance vis-à-vis du pouvoir, mais je dirais quand même qu'il y a toujours eu une certaine affinité, d'où peut-être, je ne connais pas l'affaire, peut-être l'incident de la Provence qui, comme dit Henri, a été sans doute salutaire pour la suite des événements. Voilà, moi je pense que les grands industriels, ils ne veulent pas intervenir, mais ils se débrouillent pour quand même donner quelques pistes de travail, quelques indications. Une fois encore, ce n'est pas de la complaisance, mais je pense qu'en général, ils prennent un peu, ces magnats de la presse prennent un peu la couleur des murs de l'Élysée. Voilà. Et donc, heureusement que cette couleur change de temps en temps, qu'il y a des alternances. Ce que disait Jean-Paul est important sur le poids des collectivités locales dans le marché publicitaire de la PQR. Ça peut représenter jusqu'à 30%, c'est-à-dire un tiers de votre chiffre d'affaires publicitaire. Une collectivité locale, quand elle fait un encart publicitaire dans un journal, elle peut être tentée de se dire que, puisqu'elle fait de la pub, elle a donc droit à un contenu éditorial. C'est un peu ça le raisonnement. Et oui, ça existe. Et de dire, d'appeler le red chef ou le red chef adjoint en disant, mais je caricature, hein, on a fait de la pub chez vous, à peine. On a fait de la pub chez vous, pourquoi vous ne l'avez pas couvert tel événement que l'on organisait? Parce que c'est nous qui décidons ce qu'on couvre et ce n'est pas quelqu'un qui nous tient le stylo. Ça s'appelle l'indépendance éditoriale. C'est-à-dire que personne ne nous dit ce que nous devons couvrir comme événement. On couvre en fonction de ce qui nous semble être important. Si on se trompe, on se dit qu'on s'est trompé et puis voilà. Mais ce n'est pas un annonceur. Un annonceur n'a pas de droits éditoriaux sur un média parce qu'il est fait de la publicité. Or, souvent, l'annonceur se comporte ainsi. Et surtout l'annonceur institutionnel, qui considère que parce qu'il est une collectivité publique, parce qu'il finance de la publicité, il a donc droit à un traitement éditorial de faveur. Et ça, c'est très difficile à expliquer
parce que nous, on fait du journalisme et eux font de la communication. C'est pas tout à fait la même chose. Des fois de la propagande. Et des fois de la propagande. Et, donc, tout le paradoxe est là sur le financement. Parce que je voyais tout à l'heure sur le diaporama, il y avait écrit les 10 priorités pour l'avenir. Et parmi ces priorités, il y avait, je l'ai noté, obtenir des annonceurs qui participent au financement du journalisme. Si c'est pas un peu se tirer une balle au pied, voilà, c'est... Voilà. Mais vous voyez, c'est difficile de jouer. On a besoin de l'argent des annonceurs et en même temps, on ne peut pas leur envoyer ni l'ascenseur ni la censure. Voilà. Mais c'est très compliqué avec tous les annonceurs. C'est compliqué avec les annonceurs de la grande distribution, par exemple, qui vous font un placard dans le journal. Et puis alors vous, la rédaction va faire une enquête sur quel est le supermarché le plus cher en Corse. Ben, c'est le tel. Ah, alors là, les ennuis commencent. Évidemment. Quand on n'en trouve pas certains dans les prétoires. Voilà. Et donc là, les ennuis commencent parce qu'on va vous dire, mais comment oui, on est peut-être les plus chers, mais nous, on a fait de la pub. Oui, et alors donc, il ne faut pas en parler, en gros. Donc, c'est un vrai combat de tous les jours. L'indépendance éditoriale, elle n'est pas que vis-à-vis de l'actionnaire, elle est aussi un combat de tous les jours avec les annonceurs, les politiques. Voilà, surtout ici, où, comme a dit Jean-Marc, tout est entremêlé et on mélange tout. Donc, effectivement, il y a du boulot. On avait une intervention dans le public. Oui, bonjour. Moi, c'était une question plutôt par rapport au rôle de l'État, du coup. Donc, j'aurais aimé savoir, face à justement cette concentration des médias, enfin, en tout cas des médias qu'on nomme mainstream dans quelques mains. Je crois avoir vu un documentaire il y a quelques mois ou années qui s'appelait Les Nouveaux Chiens de Garde. Vous avez vu, qui était très intéressant, qui expliquait à quel point un Français moyen, du matin où il se lève au soir où il se couche, va passer devant une cinquantaine de fois le média de... À l'époque, c'était Monsieur Lagardère, aujourd'hui, ce sera peut-être Monsieur Bolloré ou Monsieur Niel. Donc, est-ce que l'État, dans ses plans pour l'avenir, a prévu peut-être de limiter ces concentrations? Et une deuxième question aussi sur le rôle de la puissance publique. Au début du conflit en Ukraine, au niveau européen, on a décidé d'interdire la chaîne RT. On a décidé qu'elle faisait de la propagande pour la Russie, c'est certainement vrai, moi je n'ai pas les moyens d'en juger. Est-ce que ce n'est pas également un aveu de faiblesse de notre propre incapacité à faire face en fait à cette propagande si on la laissait venir? En réalité, on détenait une vérité, voire moralement une raison, un avis. On devrait pouvoir la débattre et la défendre sans avoir forcément à interdire un média. C'est deux questions que je voulais vous poser. Merci beaucoup. Merci pour cette question très pertinente qui me permet d'amorcer une transition toute trouvée avec ce que je pense être la dernière question de cette table ronde. Donc n'hésitez pas encore une fois à rebondir là-dessus. Vous avez pu évoquer la question de la confiance qui aurait été brisée entre les consommateurs de ces médias et les producteurs de l'information, la question de la véracité de l'information et des fake news, de l'éthique ou encore de l'orientation de ces débats. Face à vos interventions si diverses qu'enrichissantes, je me propose de me faire l'avocat du diable et de présenter justement les nouveaux réseaux sociaux et les nouveaux supports d'information et médiums comme justement des supports qui sont vecteurs d'une diversité, d'une fiabilité et d'une inclusivité jusqu'ici inédite. Je m'explique. Je me suis appuyée sur les écrits de Marie-France Malonga, une chercheuse, une sociologue qui présente la télévision comme un lieu de reconnaissance, comme un espace social de représentation qui est régi par des règles et des codes qui lui sont propres, mais qui se retrouvent aussi plus globalement dans la société. Bien évidemment, les médias ne sont pas hermétiques à ces codes et n'hésitent pas à donner un écho, inconsciemment ou non, à des topos, à des codes et à des valeurs qui peuvent être stéréotypés, voire réifiants, voire déshumanisants. On peut penser aux médias qui confondent les personnalités politiques, et là je parle de grands médias légitimes, traditionnels et conventionnels, ceux qui passent à la télé ou ceux qui produisent encore au format écrit. On a par exemple confondu la journaliste Rokhaya Diallo avec l'élu de la République Daniel Obono, leur seul point commun étant d'être noirs. Des médias qui confondent des territoires, et là j'ai une préférence pour l'AFP qui dès qu'on démantèle un réseau de trafic de drogue cite le 93, même comme si c'était le seul territoire autour de Paris qui était emprunt à ces dynamiques-là.
ou encore oriente les débats. Et là, je reprends ce qui a été évoqué depuis le début de la table ronde, que ce soit par mes camarades de promotion que par les intervenants autour de cette table. Des médias comme C8 ou encore des émissions comme Touche pas à mon poste, qui n'hésitent pas à orienter les débats à travers leur choix d'intervenants, à travers la façon avec laquelle ils vont présenter l'actualité, d'une façon assez caractérisée. L'ARCOM, ex-CSA, présente un baromètre de la représentation de la société française qui existe depuis 2009. Et en 2021, je m'appuie sur ma fiche, les chaînes d'information continue ont mis en avant 10% de personnes qui ne sont perçues comme non blanches, avec l'arrêt de France O qui a marqué la représentation des personnes issues des territoires ultramarins, et une représentation du handicap à moins de 1%, avec une représentation très peu diversifiée, avec d'autres critères de discrimination qu'on peut citer comme le lieu de résidence, la catégorie socio-professionnelle, l'âge. Autant de critères de discrimination qui sont reconnus comme tels par le défenseur des droits et dont la représentation dans sa diversité, dans sa finesse, sont justement vecteurs de cohésion et de sentiment d'appartenance auprès des populations. À l'aune de ces chiffres éclairants et produits par une autorité administrative indépendante directement reliée au gouvernement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces nouveaux médias, oui, en l'occurrence elle est vraiment indépendante, c'est son statut juridique, est-ce que l'émergence de ces nouveaux médias contribue à promouvoir une diversité jusqu'ici inédite et bienvenue, j'ai envie de rajouter? Est-ce qu'elle ne serait pas justement la promesse d'un rétablissement de la confiance et justement, que peut faire l'État pour renforcer cette meilleure diversité, cette meilleure représentation dans les médias? Pour rajouter un peu d'infos, juste pour rajouter un peu d'infos, puis en plus je laisserai les journalistes répondre. Ces médias font partie de l'univers de nos élèves, de l'univers de nos parents. Et en tout cas, on doit faire avec, on doit éveiller l'esprit, je reviens encore à l'esprit critique, de façon à pouvoir justement faire la part des choses, qui est le plus difficile. Mais en tout cas, on ne peut pas faire sans. Et quelque part, c'est pas les combattre, c'est pouvoir justement faire avec et voir comment on peut justement faire société malgré, non pas contre, mais malgré. Alors, je vous laisse répondre. Non, mais sur la régulation, l'État régule, me semble-t-il. Alors, c'est peut-être sans doute à vos yeux pas suffisant, pas assez. Enfin, si vous prenez le cas du rachat de BFM et d'RMC par l'actionnaire qui est le mien, il y a un certain nombre de filtres avant que cette vente soit actée. C'est-à-dire qu'il va y avoir un premier filtre, c'est l'ARCOM, l'ex-CSA, qui donc régule et attribue les fréquences pour les radios et les télés, notamment on est en plein débat sur le renouvellement des fréquences TNT. Il y a tout l'arsenal juridique, il y a des magistrats au premier rang autour de les lois anti-concentration, les lois antitrust, etc., etc. Il y a donc un panel juridique et administratif qui existe. Alors, il est peut-être insuffisant, il doit être peut-être toiletté ou amendé ou modifié, très certainement, mais il existe. Après, ces médias indépendants auxquels vous faites référence, alors certes, ils participent du pluralisme et de la pluralité, après, ce sont aussi des médias extrêmement orientés, et quand je dis orientés, ça n'est pas péjoratif, c'est une réalité. Qui, eux, pour le coup, ont une notion du contradictoire qui est très relative. Donc moi, au nom de la liberté d'expression, ils sont là, et c'est très bien qu'ils soient là. Après, ça reste des médias d'opinion, des médias orientés, et en aucun cas, ce ne sont des médias généralistes. Parce que si on me dit que ce sont des médias généralistes, alors, là, on a un problème avec le contradictoire. Et je suis désolé, le principe du journalisme, c'est le contradictoire, c'en est un principe indiscutable. Si à un moment donné, on ne peut pas d'un côté dire il y a trop d'experts en plateau, et c'est un peu monolithique, et c'est vrai parfois, et c'est vrai souvent, et c'est vrai très souvent, et d'un autre côté dire que des médias qui véhiculent une idéologie, une opinion,
Et c'est tout à fait leur droit. Encore une fois, ne voyez pas dans mon propos une forme de censure. Eux seraient exempts des critiques qu'on adresse aux médias mainstream. Là, ce serait inique. Voilà. Ce qui est inquiétant, ce qui peut être préoccupant, je suis tout à fait d'accord avec toi, Henri, ce qui peut être préoccupant, c'est pourquoi ces médias-là ont tendance à faire une meilleure audience. Eh oui. Peut-être avant de prendre une autre question, pour répondre sur la question des concentrations, puisque c'est une question sur laquelle, bien sûr, le groupe dédié à la régulation travaille. Il y a effectivement 2 strates de contrôle des opérations de concentration en France à l'heure actuelle. Hein. C'est vraiment un contrôle de droit commun par l'autorité de la concurrence, donc qui vérifie l'impact sur la concurrence économique du rapprochement de certains acteurs entre eux et l'impact sur la diversité des produits offerts aux consommateurs. Donc c'est la même analyse que l'autorité de la concurrence fait quand des entreprises de l'agroalimentaire ou d'autres secteurs se rapprochent. Et le contrôle de l'ARCOM, qui est une autorité administrative indépendante, comme ça a été dit, et qui porte vraiment sur le pluralisme. Donc le rôle de l'ARCOM, c'est d'apprécier l'impact d'une opération de concentration sur le pluralisme, et c'est le mandat qui lui a été donné en 1986 à sa création. C'est vraiment de voir à quel point ces rapprochements impacter le pluralisme. Alors, elle applique aujourd'hui une logique de seuil, avec des seuils sectoriels qui sont différents pour la télévision, les radios. Mais aujourd'hui, on ne vit pas dans un univers qui est totalement dérégulé. Donc, ces opérations de concentration, elles sont validées par ces 2 autorités selon une séquence qu'elles déterminent. Voilà, c'était juste pour le cadrage un peu juridique de la question. Parle fort. On m'entend, oui. Ouais, c'est bon. Il n'y a plus de piles. Simplement pour revenir sur les propos de la représentation des différentes diversités au sein de la population, au sein des médias, les chiffres qui sont avancés par vos défenseurs des droits montrent des chiffres de représentation quand même bien plus faibles que ceux de la population française en général. Et est-ce qu'en fait cette fuite des jeunes aujourd'hui avec des changements sociaux qui sont là, que je ne sais pas spécialement pour, mais c'est en fait qui sont là aujourd'hui, que la fuite des jeunes vers d'autres médias sur les réseaux sociaux, sur d'autres plateformes, qui quittent justement les médias généralistes et vont vers ces médias d'opinion, ne vient pas justement aussi de cette faible représentation au sein des médias généralistes qui en fait, sans le vouloir, hein, mais en fait, vient les pousser en fait, dans ces médias d'opinion-là, puisque le phénomène sociétal qui est à l'œuvre derrière ça est un phénomène où on se regroupe, où les viennent juste se regrouper en fait, par ressemblance, par groupe ethnique, de départ, mais simplement en fait, on ne vient pas les chercher, on les représentant que très peu, à 0,5% ou 1%. Ces chiffres-là me semblent assez indécents. Faible représentation de qui? Vous dites faible représentation de qui? Des minorités. Des minorités? Des minorités. Par les médias, au sein des rédactions. Ouais. Je crois que ce serait répondre de manière affirmative, enfin en tout cas répondre de manière péremptoire, ce serait un peu faire ça au doigt mouillé. Il faudrait des études, des chiffres, quelque chose effectivement de plus poussé pour avoir. Moi, je sais pas, j'ai pas de réponse là-dessus, sauf à dire des généralités. Ouais. Non, je sais pas. Presque visible sur les plateaux de télévision, peut-être que c'est vrai que la diversité n'est pas suffisamment ni défendue ni représentée. Mais après, comme le disait Henri, ce qui se passe dans les salles de rédaction, au Monde ou à Libération, voilà, je ne sais pas si voilà, je ne sais pas si c'est s'il y a un respect de la diversité. En tout cas, moi, je pense, enfin, mon opinion personnelle, c'est qu'il y a plutôt un effort.
Ah oui, il y a un effort qui a été fait, Voilà, oui, ça ça, a je- beaucoup je- évolué. Il y a des... Si on parle par exemple du média, par exemple, un seul exemple sur la publicité, on peut dire qu'il y a un effort pour que la diversité soit représentée. C'est Voilà, sans ça, doute, c'est une évidence. Enfin, en quelques années, c'est une évidence. Et c'est très bien d'ailleurs. C'est insuffisant, mais ça a progressé quand même, c'est vrai. Après, dans l'information, c'est moins évident. C'est moins visible, voilà. Oui. Ouais, non. Mais je pense pas que... Parfait. Bah, écoutez, pour l'ensemble de vos interventions, je vous remercie. Cette table ronde aura été l'opportunité d'aborder aussi bien dans le fond et dans la forme la transformation des formes des supports d'information au cours de ces dernières années. On a pu aborder des thématiques extrêmement diversifiées autour du bouleversement du rapport à l'information, autour des questions d'éthique et de déontologie, de transformation du modèle économique des médias, d'intervention de l'État et de sa responsabilité dans la production du contenu et dans l'autonomie des médias par rapport à l'actualité. Je vous remercie aussi bien vous autour de la table ronde que vous, membres du public et collègues de promotion, pour ces échanges qui ont été extrêmement enrichissants. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Merci. Merci.